7h-10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Bonjour Sophie Mageran. Bonjour Maude. Où étiez-vous la semaine dernière? Alors, On m'a demandé où j'étais moi, mais... Et vous? Eh bien écoutez, c'est vrai que la semaine dernière, nous avions évoqué le retour d'Ouzbékistan et de ce merveilleux voyage, mais il est vrai qu'en allant en Ouzbékistan, j'avais fait escale quelques jours à Istanbul, à Byzance, et c'est une ville merveilleuse. C'est vraiment là sur cette Corne d'Or, ce Bosphore, c'est vraiment un endroit extraordinaire. Il est vrai que actuellement, avec tout ce qui se passe en termes de relations internationales, avec le sultan, le néo-sultan Erdogan, peut-être qu'on a une image assez négative de la Turquie en général et peut-être d'Istanbul. Mais ça reste une ville absolument passionnante, fascinante, très belle. On comprend bien en allant à Istanbul deux choses. Déjà que Istanbul, et avant d'être Istanbul, eh bien, c'était justement Byzance, et que l'histoire byzantine chrétienne de cette cité est beaucoup plus longue encore aujourd'hui que l'histoire finalement stambouliote et musulmane depuis l'arrivée des Turcs, donc en 1453. N'oublions pas cela. Et quand on va à Istanbul, eh bien, on peut faire tout un circuit sur les traces de cet héritage byzantin millénaire. C'est passionnant vraiment, parce qu'il y a toutes ces églises, parfois transformées en mosquées, n'empêche que les mosaïques sont quand même accessibles et sont visibles. Vous avez également les restes absolument conséquents des murailles de la ville de l'époque romano-byzantine. C'est extraordinaire, sur des kilomètres. J'ai fait le tour des remparts, j'y tenais, c'est merveilleux. Ça montre la puissance vraiment de cette cité à travers les âges. Et puis on voit cet héritage vraiment chrétien très très fort. Tout le quartier de Galata, pardonnez-moi, qui est un quartier absolument occidental, avec beaucoup d'églises. Dès que vous marchez dans l'artère de Galata, il y a des églises tous les deux pas. Donc on a une idée peut-être un peu faussée. Et puis on voit aussi la puissance, l'orgueil de la Turquie actuelle et toutes ces plaques commémoratives à travers la ville du 29 mai 1453 qui commémorent donc la chute de Byzance avec l'arrivée à ce moment-là, des Turcs et cette percée fulgurante, évidemment, vers l'Occident. Mais vraiment un très bel endroit. En tout cas, l'endroit est magnifique. Ce détroit du Bosphore vaut la peine d'être connu. Et vous faites des voyages là-bas? Vous organisez des voyages là-bas? Alors, on va reprendre... Moi, j'y étais à titre personnel, mais on va reprendre la destination de la Turquie, parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a à la fois Istanbul, qui vraiment, encore une fois, mérite le détour, c'est certain. Et puis, il y a toute la Turquie. Toute la Turquie à la fois archéologique, avec des sites vraiment merveilleux. N'oublions pas que la partie orientale de l'Empire romain était l'une des plus riches de l'Empire, et donc tout ce qui est Syrie, Jordanie, etc., mais aussi Turquie actuelle, a laissé de nombreuses traces avec des villes très riches, et encore aujourd'hui des vestiges absolument extraordinaires, très bien conservés. C'est très beau, donc on peut faire tout un circuit autour des Fès, évidemment, Pamukkale, Aphrodisias, avec des sites archéologiques vraiment fabuleux. Je pense aussi au théâtre d'Aspendos, qui est l'un des mieux, peut-être d'ailleurs le mieux conservé au monde, dans le sud de la Turquie. C'est à voir, vraiment, c'est à voir. Donc on va reprendre cela, et puis on peut aller sur les pas de Saint-Paul, bien sûr, et coupler les deux choses. Saint-Paul, qui a été ce voyageur infatigable et qui a commencé ses voyages justement en Turquie. Il était originaire de Tars, on le sait, et puis après il a sillonné toute la Turquie pour convertir finalement les premiers chrétiens, faire des premiers baptêmes, voilà. Très bien, écoutez, en tout cas ça donne envie. C'est bien. Bon, on quitte Istanbul et alors on va au Japon. Oui, on va un peu plus à l'est ce matin, et le fait est qu'on propose chez Odeya de découvrir le Japon. Alors c'est une destination qui a le vent en poupe, je crois. Encore cette semaine, je lisais des articles comme quoi il y avait beaucoup de Français qui étaient absolument fascinés par cette ces îles d'ailleurs on devrait dire, japonaises, qui attirent de plus en plus de touristes, de Français notamment, qui sont passionnés par le sujet. Je crois que c'est ce contraste en réalité qui intéresse et qui fascine nos compatriotes et les voyageurs en général.
C'est un autre monde, c'est Ouais. une autre culture absolument traditionnelle d'ailleurs, qui est très très étonnante et eh bien c'est une vraie coupure avec notre monde occidental ou européen et donc on est transporté dans une autre culture Mm. très très riche. Le Japon c'est immense, hein, on peut pas Ouais. visiter, faire comme on dit, non on ne le dit pas justement, visiter le Japon, tout le Japon, toutes ces îles, hein, c'est très très étendu, c'est très très grand. Ouais. Et donc, nous proposons eh bien, de découvrir le Japon de la partie sud avec la possibilité. Donc, c'est un programme qui vous permettra, chers amis, et ce voyage est confirmé. Nous avons déjà des inscrits, eh bien, qui aura lieu donc au mois d'octobre prochain. Pendant 12 jours. Pendant 12 jours, 12 jours Ça vous laisse le absolument. temps de bien, Et, bien visiter. Absolument. Alors, il faut y aller aussi, hein, donc. Oui, c'est vrai, oui, en même temps. Mais voilà, c'est du 8 au 19 octobre prochain. Et donc, on commence évidemment par Tokyo, point de passage obligé, point d'entrée aussi. Et là, je crois que voilà, c'est certain qu'on est propulsé dans un autre monde extrêmement urbanisé, extrêmement organisé aussi. Ouais. On n'y reste pas trop longtemps parce que ensuite, vraiment, notre leitmotiv, c'est d'aller vers le sud et eh bien avec ces trains rapides, les Shinkansen, d'abattre des kilomètres très très rapidement et de Tokyo, eh bien de rejoindre Nagasaki. Nagasaki, eh bien c'est cette ville. Donc, qui permet de pénétrer sur l'île de Kyushu et de découvrir bien cette ville qui a été une ville martyre pendant la guerre. Souvenez-vous, Maud, malheureusement, l'une des premières bombes atomiques est tombée sur Nagasaki. Nagasaki, qui était une ville en partie chrétienne, puisque dans ce sud du Japon, eh bien, vous avez des chrétiens qui ont été convertis par un Saint François Xavier, on en reparlera, qui est arrivé au Japon, qui a été martyrisé là-bas d'ailleurs, et qui, au XVIe siècle, et qui a lancé les prémices de cette église, on peut dire, japonaise. Ensuite, il y a eu des interdictions de la part du pouvoir impérial et central. Cette histoire japonaise très étonnante qui s'est complètement refermée aux influences occidentales pendant plusieurs siècles, jusqu'au 19e siècle. Et là, quand à nouveau, notamment les missions étrangères de Paris ont envoyé des missionnaires au 19e siècle. Il y a une exposition, là, je ne sais pas si elle est encore... lieu donc aux missions étrangères de Paris sur justement cette histoire des missions au Japon. C'est passionnant de voir déjà ces missionnaires qui partaient et qui consacraient 40, 60 ans de leur vie au 19e siècle, au début du 20e, pour réactiver, et justement pour réactiver ces communautés chrétiennes. Quand ils sont à nouveau, ils ont pu fouler à nouveau le Japon, la terre japonaise, les îles japonaises, ils ont retrouvé des communautés qui s'étaient transmises, si vous voulez, la foi, sans les sacrements, mais la foi quand même, et bien à travers les siècles. C'est quand même tout à fait étonnant, et c'est là où on voit la force de la transmission, la force de la tradition. Oui. Il y a une grosse communauté chrétienne au Japon, ça représente... Alors, grosse, non, c'est assez... Non, ça reste très, très peu, mais c'est quand même vivace. Elle est visible, quoi. Elle est visible. Il y a une église japonaise avec un clergé japonais maintenant vraiment, autochtone en tout cas, depuis le début du XXe siècle. Donc voilà, on va s'attacher à cela. Et bien à Nagasaki, on visitera évidemment le musée de la bombe atomique. On verra, c'est très touchant, c'est très bien fait aussi. Et puis on évoquera évidemment la figure de ce fameux docteur Nagai, pardonnez-moi, qui a vécu le bombardement, qui a vécu bien la mort de sa femme. Quand il revient sur le lieu de sa maison, il n'y a plus rien. Il retrouve le chapelet de son épouse complètement fondu. Enfin, ce sont des témoignages très, très étonnants, très forts. Et donc, on ira sur la trace du docteur Nagai. Tout a été reconstruit, tout est très beau. On voit que la vie reprend aussi. C'est ça qui est intéressant. Ensuite, on ira également, on propose entre autres, on ne peut pas tout énumérer, mais de monter au mont Uzandak, d'aller vers Shimabara, etc. Il y a de très jolis endroits, et de descendre vers Kagoshima. Justement, Kagoshima, qui est une sorte de Naples de l'Orient. C'est une ville qui est dominée par un volcan encore en activité, ce qui est plutôt bon signe. Alors, vous savez, les volcans qui sont éteints sont extrêmement dangereux. Là, les volcans en activité... et c'est très intéressant. Alors, certains vont dire, oui, mais on ne voit pas le Fuji. Justement, en fait, au lieu de viser le Fuji, qui est difficile d'accès, qui est toujours pris dans une couronne de nuages, là, on vous offre dans ce sud du Japon, il fait bon, en réalité, de voir un volcan. Et c'est un très bel endroit. En fait, vous avez une baie
très fermé, qui est dominé par ce volcan. Et c'est très, très impressionnant. Parfois, vous savez, il faut sortir un petit peu des sentiers battus. Oui, Le oui. Fuji, en fait, généralement, si on peut le voir, eh bien, c'est quand on atterrit à Tokyo, en fait. Là, Ah, on peut le d'accord. voir correctement parce que si c'est dégagé. Oui. Mais alors, si vous faites une excursion, c'est comme à l'Etna en Sicile. Il suffit de prévoir l'excursion pour qu'il fasse absolument mauvais. Donc, on n'y voit absolument rien en Oui, réalité. d'accord. Voilà. Et donc voilà, c'est un programme tout à fait original. Le mois d'octobre, c'est le mois idéal, j'ai envie de dire. Parce qu'il y a moins de monde, parce Il y a que... moins de monde, il fait pas chaud en été, vous savez, il fait très chaud quand même au Japon. Japon, C'est ouais. subtropical là déjà, Oui. ce sud de toutes ces îles qui se trouvent finalement très, très au sud. Et donc, puis ce sont les couleurs d'automne. Pourquoi toujours viser l'automne flamboyant de l'Est américain? Eh bien, vous avez exactement des couleurs dans ces régions-là qui sont absolument fabuleuses. Des très jolis parcs, bien sûr, on n'en parle pas, mais enfin, si on peut en parler. Vous avez très jolis des temples toujours construits dans d'immenses parcs avec très bien entretenus et avec justement tous ces arbres absolument flamboyants et toutes ces Très couleurs colorés, qui sont très belles. N'attendons pas les cerisiers en fleurs. Il y a trop de monde, là, c'est au printemps. Voilà, c'est tout aussi beau en fait. et c'est tout aussi beau, voire c'est moins fréquenté. Finalement, c'est plus agréable. Est-ce qu'il y a des choses à savoir lorsqu'on va au Japon sur les traditions en particulier? Parce que vous l'avez dit, il y a une vraie tradition au Japon. Ils sont très attachés au respect de ces traditions, y compris venant des personnes qui visitent leur pays. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des choses... Alors déjà, on est accueillis d'une manière vraiment inconnue pour nous. C'est-à-dire que si on voit que vous cherchez, vous peinez, vous êtes un peu perdu parce qu'il y a de quoi. Bon, alors là, vous serez accompagné évidemment, chers auditeurs, chers voyageurs, par un accompagnateur, un conférencier de l'IA. Mais tout de suite, ils viennent se mettre en quête pour vous aider. Tout de suite, immédiatement. D'accord. Après aussi, ce qui est très surprenant, c'est qu'on n'a pas l'habitude, c'est que vous avez une société extrêmement organisée, extrêmement hiérarchisée, avec beaucoup de petits métiers, entre guillemets, de petits personnels qui ont complètement disparu de chez nous. C'est-à-dire que vous avez, quand vous prenez le train, toute une myriade d'agents qui viennent, qui viennent tout de suite nettoyer très très vite les wagons en l'espace de quelques instants. Et vous avez des dizaines de ces hommes et femmes de ménage, on peut dire. Donc ça va très vite et ils sont là. Vous avez beaucoup de services, vous voyez. C'est pareil, il y a une autre habitude aussi au Japon qu'on a peut-être qu'on ne connaît pas en tout cas en France, c'est toutes ces petits restaurants, ces petites gargotes où vous pouvez manger rapidement pour pas grand-chose. Ça va très vite, c'est délicieux. C'est savoureux. Alors, on a une idée très fausse. On ne mange pas des sushis, et très peu d'ailleurs au Japon. Voilà. Il y en a évidemment, mais pas du tout sous les formes que nous connaissons ici. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de soupes, beaucoup de. C'est très léger. C'est à la fois léger, puis c'est bon, c'est savoureux. Ça va vite, c'est agréable, c'est roboratif, c'est tout ce qu'on aime, quoi. Alors, il nous reste une minute, c'est un voyage un séjour en itinérance. Vous voyagez comment? En train. Alors ça c'est extra parce que ça va très vite quand vous avez 1300 km à faire entre et vous avez un Tokyo et... Oui. Vous savez que c'est un pays à la pointe de la modernité, qui est extrêmement développé et qui a des infrastructures fabuleuses à faire pâlir les nôtres. Et donc c'est très bien organisé justement. Les trains sont extrêmement à l'heure. Ça, c'est quand même très pratique. Et puis surtout, ce qui est très pratique pour quand on utilise le train, c'est que vous laissez vos bagages à l'hôtel. On s'occupe, et en tout cas, il y a un service comme ça avec la compagnie nationale des trains qui s'occupe de venir retirer vos bagages et qui les achemine à l'hôtel suivant. Et quand vous voyagez simplement sans valise, avec votre petit sac à la journée, et puis vous arrivez à l'hôtel, déjà les bagages sont livrés. Il n'y voyez. a pas ce problème d'insécurité, en plus, j'imagine. Ah bah non, alors au Japon, vous laissez un sac dans un bus. Il reste. On vous retrouve votre sac et avec tout ce qu'il y a dedans. C'est une autre mentalité, c'est un autre monde, voilà. Bon bah écoutez, en tout cas ça donne vraiment envie. Merci beaucoup Sophie Majran. Et voilà, on rappelle aux éditeurs qu'ils peuvent se rendre sur le site internet de Deia, deia.fr. Absolument. Et se renseigner sur chacun de ces voyages, dont le voyage au Japon. Un grand merci. Merci à vous Sophie Majran.